Bien, bonjour. Merci d'être présent et d'être si nombreux à vous intéresser à la manière dont on peut éduquer ou des raisons pour lesquelles il nous faudrait éduquer aux compétences émotionnelles en contexte numérique. Voilà, je suis donc Sophie Jeuel, je suis professeure à l'Université Paris 8 en sciences de l'information et de la communication. Et j'ai mené un certain nombre de recherches, beaucoup d'entretiens avec des adolescents et des adolescentes sur leurs pratiques médiatiques, puis sur leurs pratiques numériques. Et c'est à l'occasion de ces recherches que je me suis rendu compte qu'il y avait un enjeu important qui était un peu sous-estimé et qui était un peu masqué par les discours médiatiques et puis les discours d'accompagnement des plateformes numériques, selon lesquels, si je résume, elles prétendent connaître mieux que nous nos émotions, savoir mieux que nous ce que nous voulons. Et je trouve que ce discours est très lourd, très lourd à supporter. Et en plus, moi, ce que m'ont montré mes enquêtes, mes entretiens, l'écoute donc de jeunes usagers, c'est que c'était faux. Et donc, voilà, je vais essayer de vous expliquer dans quel genre de dilemme, me semble-t-il, nous sommes placés face aux écrans, mais face précisément aux écrans portés par les industries numériques, qui sont des industries, comme vous le savez, des entreprises commerciales qui ont des objectifs particuliers. Voilà. Alors, je vais essayer de venir sur d'abord la question de savoir ce que sont les émotions, si c'est si facile que ça à définir, et pourquoi s'en préoccuper, même si je vous ai déjà un tout petit peu dit quel était, à mon avis, le dilemme dans lequel nous nous situons quand nous parlons de compétences émotionnelles en contexte de transition numérique. Donc, que sont les émotions ? Disons que c'est relativement facile à définir si on veut les définir, si on veut prendre des exemples. Si on veut, donc on pense aux émotions qui peuvent nous traverser, les émotions les plus fortes. Voilà, donc on se dit c'est la colère, c'est l'indignation, c'est l'enthousiasme, c'est la joie. Vous voyez que moi, elles me sont venues dans un sens qui est un petit peu, qui n'est pas linéaire. Et ce qui caractérise les émotions, c'est aussi ça, qu'elles ne sont pas forcément linéaires, qu'elles peuvent être contradictoires, elles peuvent être aussi très nuancées. Et si on cherche à les définir, en fait, tout le monde n'est pas d'accord sur la manière dont on les définit. Pour moi, les émotions ont une dimension qui n'est pas seulement visible ou qui n'est pas visible. Et c'est un point de divergence par rapport à un certain nombre de définitions qui, au contraire, vont dire que les affects ou que les sentiments sont quelque chose de caché, et que les émotions, au contraire, sont visibles parce qu'elles vont s'exprimer. Et en fait, quand on travaille sur les émotions, sur le travail émotionnel, sur la manière dont en l'occurrence les usagers, mais ça peut évidemment être dans d'autres situations, ressentent leurs émotions, expriment leurs émotions, on se rend compte qu'il y a évidemment plusieurs niveaux d'expression ou de rétention des émotions. Donc, les émotions, on va partir sur une définition qui est un peu étymologique quand même, l'idée que quelque chose bouge à l'intérieur de nous en réaction à quelque chose, une pensée, une expérience, un événement qui suscite une émotion particulière. Les émotions, je rappellerai un petit peu dans quel contexte, comment ça s'est passé, mais les émotions... on s'accorde aujourd'hui pour considérer qu'elles jouent un rôle très important dans la pensée et dans la décision. Et c'est quelque chose, disons, sur lequel on s'est accordé à partir du XXe siècle. D'où le fait que, et même, XXe siècle, je donnerai des exemples, mais
en fait, 21e siècle encore plus. Et cette notion d'émotion, si je peux dire, ce concept, ou cette attention particulière aux émotions, a gagné de grands secteurs de la recherche scientifique. Donc c'est frappant de voir, moi je les ai un petit peu recensés, je vous épargne, mais la manière dont en sciences politiques on s'interroge sur les émotions de la démocratie. Est-ce qu'il y a des émotions quand on va voter ? Est-ce qu'il faut susciter aussi, entretenir certaines émotions pour favoriser l'attachement à la démocratie, par exemple ? Évidemment, il y a des émotions différentes dans les régimes, selon les régimes politiques. Les émotions ont fait leur apparition aussi en économie, pour des raisons que nous sommes très bien placés pour les comprendre, puisque les plateformes numériques se trouvent au cœur de cette réflexion, exploitation des émotions pour en tirer des modèles d'affaires, pour en tirer des profits. Mais sur le plan anthropologique, et là je vais vous citer, tout à l'heure je vous citerai Marcel Mauss, donc les années 1920. Sur le plan anthropologique, ce qui est intéressant de penser, de constater, de savoir, c'est que ce qui caractérise l'être humain, c'est pas seulement qu'il ressent des émotions, mais c'est qu'il ressent en même temps que les émotions le contrôle des émotions. C'est-à-dire, il n'y a pas d'émotion, je ne sais pas comment dire, en dehors d'une sphère culturelle. Et la sphère culturelle modèle les émotions. Elle modèle les émotions, elle modèle aussi le contrôle des émotions. Et donc, les émotions, c'est pour ça aussi que sur la question de est-ce que les émotions sont visibles, je suis très réservée. C'est parce que ce qui se donne à lire des émotions qui sont ressenties est construit par la culture, par l'éducation, par la personnalité, bien entendu aussi, des individus. Alors, la relation entre émotion et décision, peut-être que cela vous semble évident, mais en fait, il a fallu du temps. Nous avons d'autres doctrines philosophiques qui nous ont plutôt éloignés des émotions et qui ont considéré, et elles n'ont pas non plus entièrement tort, qu'il fallait plutôt se méfier des émotions. Mais s'il fallait se méfier des émotions, c'est peut-être justement parce que les émotions ont un rôle important dans nos décisions, dans les décisions humaines et dans les actions. Donc là, j'ai repris une déclaration d'Edgar Morin en 1999 à l'UNESCO qui rappelait qu'il y a une relation étroite entre intelligence et affectivité. La faculté de raisonner peut être diminuée, voire détruite par un déficit d'émotion. Donc ça, c'est très important pour ce que nous allons dire sur est-ce qu'on peut éduquer aux émotions, quelle est la spécificité des émotions, est-ce qu'il faut s'en méfier, est-ce qu'il faut les préserver, est-ce que nous sommes dans un contexte aussi numérique qui porte atteinte sous couvert d'instrumentaliser, de lire nos émotions, de récupérer nos émotions? Est-ce qu'il nous laisse à chacun la possibilité de prendre conscience de nos émotions, sachant que cette capacité à accueillir les émotions fait partie de l'intelligence relationnelle, mais aussi de l'intelligence tout court, si je puis dire. Donc il n'y a pas ce que dit Morin, donc à la fin du XXe siècle, en tenant compte des diverses recherches, notamment en psychologie, qui ont été faites, c'est qu'il n'y a pas une supériorité de la raison sur l'émotion, contrairement à ce que... Alors là, c'est une critique sur... j'y reviendrai un petit peu sur la philosophie de Descartes notamment, mais donc toute une part de la philosophie rationaliste. Il n'y a pas une supériorité de la raison sur l'émotion, puisque ce qui va de pair avec la raison, ce sont aussi des émotions, c'est aussi la capacité de ressentir ses émotions, de comprendre ses propres émotions, de savoir aussi d'où elles viennent, et d'où l'importance d'ailleurs de toutes les réflexions sur la sémiotique sociale sur laquelle
j'évoquerai rapidement. Voilà, donc l'importance donnée au sens et aux émotions. Marcel Mauss, dont je vous parlais tout à l'heure, donc 1920, ce que je trouve intéressant, c'est ça. C'est comment est-ce qu'un sociologue, donc Marcel Mauss fait partie des fondateurs de la sociologie, donc il essaie de construire, c'est le disciple de Durkheim, qui était moins attaché à la question des émotions, et avec une approche plus anthropologique, s'intéresse aux techniques du corps, à la place du corps. Et les émotions, ce sont des pensées incorporées, en quelque sorte. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler sur les émotions ? On peut travailler aussi, justement, en regardant les corps, d'où l'importance aussi de la photographie, de l'image, pour réfléchir aux émotions. Et ce qui le frappe en travaillant sur des civilisations, des sociétés différentes de la nôtre, c'est la part de l'éducation dans la technique du corps. Comment on peut marcher de manière différente selon les cultures. Et le fait que dans la marche, dans la tenue du corps, s'exerce une éducation, et une éducation des émotions, de ce qu'on montre, de ce qu'on ne montre pas. Dans certaines sociétés, il faut pleurer le deuil. Dans certaines sociétés, il faut chanter quand quelqu'un est mort. Vous savez, moi, voilà. Enfin, je veux dire, c'est des expériences qu'on peut faire même très banales, d'aller voir ce qui se passe, comment les catholiques se comportent pendant le deuil, la manière dont certains peuvent chanter, en exprimant des émotions qui semblent assez éloignées de celles que d'autres peuvent ressentir. Donc là, c'est en restant dans des contrées assez proches. Et voilà, donc comment les émotions sont canalisées, sont un construit culturel, sont un produit de l'éducation, et sont en fait un indice de la manière dont les corps sont formés par les normes sociales. Un de ceux qui a beaucoup œuvré pour faire reconnaître l'importance des émotions, alors d'un point de vue biologique, neurobiologique, c'est notamment Antonio Damasio. Et donc il a en simplifiant d'ailleurs, il s'est appuyé sur Spinoza contre Descartes. Et il a montré donc l'importance des émotions dans la prise de décision. Et il a, ce faisant, été à l'origine d'un courant qui va vouloir, au lieu de s'adresser... je veux dire, ça va avoir... Le fait de comprendre le pouvoir des émotions dans les décisions va avoir des effets, évidemment, en politique. On n'avait pas attendu, d'ailleurs, Damasio pour que certains comprennent le pouvoir des médias et le pouvoir de la voix, le pouvoir émotionnel que les médias peuvent accorder à certains... à des courants politiques, si vous voulez, ou à des discours politiques. Mais au-delà du politique, c'est l'économie qui va en tirer des conséquences, en disant que finalement on s'est trompé. L'économie libérale repose sur le présupposé d'un individu, l'homo economicus, qui est censé être hyper rationnel, faire en permanence des calculs pour savoir si telle ou telle décision est plus intéressante pour lui, etc. Donc fondé entièrement sur une rationalité. Et avec la neuroéconomie, on part dans d'autres directions qui sont l'idée que, en fait, il faudrait mieux qu'on comprenne ce qui se passe dans le cerveau avant même que ces calculs coûts-bénéfices se fassent. Et c'est là où on peut comprendre aussi la méfiance de la philosophie classique par rapport à ce genre de pensée, parce que c'est aussi un risque de court-circuiter la pensée. Je veux dire, l'émotion
fait partie de la pensée, est à la base de la pensée, mais la pensée, c'est autre chose, c'est aussi une argumentation. Et avec ce genre de modèle, ce qui va se passer, c'est la volonté des acteurs économiques de comprendre, avant que les acteurs sociaux ne sachent exactement ce qu'ils pensent, c'est de court-circuiter la pensée en accédant, ou en pensant accéder, ou en prétendant accéder aux émotions, et donc aux décisions qui vont advenir de la part des différents usagers. Et donc cette notion d'émotion, la manière dont l'économie, la neuroéconomie s'est emparée de la question des émotions, elle est extrêmement intéressante et importante et quelque part inquiétante parce que on préfigure un modèle politique qui se passe en réalité du consentement, de l'opinion, du point de vue. On va vouloir agir directement à partir des émotions, en sachant aussi qu'on peut modifier ces émotions. Donc on veut modifier ces émotions. Donc c'est tout le travail. Alors les plateformes numériques sont extrêmement bien placées pour se penser dans ce contexte-là, dans ce contexte de la neuroéconomie et de la captation des émotions à partir notamment de la reconnaissance faciale. On s'est quand même beaucoup posé de questions sur à quoi pouvait servir cette application, qui est un peu ancienne maintenant. 2019, ça nous paraît loin. C'était cette application qui permettait de s'amuser à vieillir son visage. Donc ça a permis, par ce genre d'outils attractifs, Snapchat a réussi à récupérer énormément de visages, à affiner sa reconnaissance faciale et évidemment à nourrir tout ça derrière. On n'en parlait pas comme ça, on n'utilisait pas le terme de IA, mais c'est évidemment ça qui est derrière, pour donner le sentiment, derrière la réussite technique qui est évidente, c'est impressionnant, vous avez surtout la réussite technique consistant à capter les yeux, savoir exactement où sont les yeux, où sont les différents traits du visage. Et on sait que la reconnaissance faciale, c'est un des moyens de surveillance des populations. Alors, comment, de cette découverte qui pouvait être libératoire dans un sens, l'idée que les émotions font partie de la décision, font partie de la pensée, c'était une manière d'accorder une valeur aux émotions, mais le traitement qui en est fait, en tout cas par la neuroéconomie et par les plateformes numériques, c'est l'idée de pouvoir récupérer des informations avant même qu'elles ne parviennent au cerveau des individus. Bon, ça c'est le discours, je ne vous dis pas que c'est vrai, mais c'est le discours. Donc qu'est-ce que font les plateformes numériques aux émotions ? Alors maintenant, ça va être un peu une interprétation qui est issue des travaux en sciences de l'information et de la communication et qui a pour objectif, alors ça ne va pas vous apprendre à tous forcément beaucoup de choses parce que beaucoup d'entre vous ont déjà réfléchi à ces questions. Vous avez déjà été plus ou moins sensibilisés, à mon avis, plutôt moins que... pas forcément de la bonne manière, mais vous avez été peut-être plus ou moins sensibilisé par un documentaire qui avait fait beaucoup de bruit sur Netflix, derrière nos écrans de fumée, qui faisait extrêmement peur. Moi, j'ai fait toute une enquête sur la réception de ce documentaire et est-ce qu'il pouvait induire des attitudes un peu libératoires. Mais la peur, c'est pas forcément... moi, je pense que la peur, par exemple, comme émotion, n'est pas une bonne émotion pour réussir à penser. Parfois, c'est très utile d'avoir peur. Par exemple, s'il fait de l'orage et qu'on risque d'être foudroyé, il vaut mieux avoir peur et agir en conséquence. Mais pour comprendre le fonctionnement des plateformes, je pense que la peur n'est pas... en fait, elle nous tétanise. Et en fait, le message qui peut être transmis aussi,
c'est on est un peu cuit en fait. Hein, si les plateformes savent ce que nous pensons avant même que nous le pensions, qu'est-ce qui nous reste? Alors en tant que médiateur, éducateur, formateur, qu'est-ce qui nous reste comme espace? Et comment on peut aider, accompagner des jeunes qui se retrouvent pris dans ce laboratoire. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Hein. Nous sommes bien tous, et je reprends même une expression d'un chercheur qui n'est pas du tout, qui n'est pas forcément dans la branche la plus critique des sciences sociales, hein, Dominique Cardon, qui dit, voilà, on est dans un laboratoire. La manière dont les plateformes numériques pensent leurs relations avec leurs clients ou leurs usagers, c'est de l'ordre de l'expérimentation. Donc comment est-ce qu'on accompagne des adolescents en ayant en tête que nous sommes tous partis dans cette expérimentation? On essaie de comprendre comment ça fonctionne quand même. Donc moi, je vais vous proposer 3 principes de fonctionnement qui me semblent très éclairants et qui nous permettent donc de comprendre les tensions, les paradoxes dans lesquels nous sommes tous placés dès lors que nous voulons utiliser des plateformes numériques qui sont des plateformes commerciales. Donc c'est pas le numérique en soi, c'est le numérique commercial. Ce sont ces grandes plateformes commerciales qui ont besoin, comme vous le savez, de récupérer des données personnelles parce que, qu'elles soient efficaces ou pas, elles arrivent à les revendre à des annonceurs. Donc j'imagine que vous partagez mon inquiétude quand vous vous trouvez devant un site qui vous dit je vous donne l'article, mais alors nous allons partager vos informations avec 159. 159 encore, vous dites c'est que 150, parce que parfois c'est 300 autres sites, et puis vous savez pas lesquels, puis vous n'avez pas le temps d'aller voir lesquels, etc. Donc c'est pour ces plateformes-là que ce que je vais vous dire est valable. Donc 3 principes de fonctionnement. D'une part, on est sur des plateformes qui incitent à la publication et au partage. Donc ça, il faut s'en souvenir, y compris quand on parle à des adolescents. C'est-à-dire ne pas penser tout le temps que c'est eux qui font n'importe quoi. Alors c'est bien parce que dans un sens, vous reconnaissez que les adolescents ont un rôle, peuvent avoir une autonomie, etc. Mais cette autonomie, elle est quand même extrêmement contrôlée par les plateformes. Et aussi par les modes qui se mettent en place dans les groupes de pairs. Donc il y a une forte incitation à la publication. Les émotions sont au cœur de ces logiques de participation, puisque c'est ce sont les ressorts sur lesquels les entreprises numériques comptent pour que les usagers donnent des informations. Et le 3e principe, qui n'est pas dénué d'émotion aussi, c'est la surveillance panoptique. C'est-à-dire le fait que ces plateformes fonctionnent. Alors la dimension d'expérimentation est là, c'est-à-dire nous sommes dans le laboratoire mais à la place des cobayes, et nous sommes vus, regardés par beaucoup de gens. Donc c'est ces fameux 159 sites qui récupèrent et dont on ne sait pas forcément toujours le nom. Enfin, si vous avez le temps, peut-être vous pouvez arriver à retrouver les 159. Mais donc surveillance commerciale, surveillance étatique et surveillance des différents contacts en fait. Alors, l'injonction à la publication en partage, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut faire travailler aussi les jeunes. C'est-à-dire travailler sur les compétences émotionnelles, ça peut être aussi, c'est ça que je développe là pour l'instant, ça peut être aussi travailler sur les différentes manières que les plateformes ont de récupérer nos émotions, d'inciter à la publication et au partage. Et moi, j'ai fait travailler des étudiants de licence, notamment parce que, à l'université, c'est plutôt licence-master. Donc, j'ai déjà fait travailler des étudiants là-dessus. Ils adorent et ils nous apprennent beaucoup de choses. Et donc, quand on travaille sur la manière dont les plateformes font ces injonctions à la publication et au partage, et il faut rester modeste parce que évidemment on n'est pas forcément aussi à cran que sur ces différentes techniques, et donc ils en connaissent parfois plus.
L'injonction à la publication, donc au partage, c'est ce qu'on appelle aussi le web participatif. Enfin, on l'a appelé comme ça. Maintenant, on l'appelle autrement. Mais cette notion de participation, vous sentez bien émotionnellement déjà ce qu'elle dégage. C'est-à-dire, c'est une notion sympathique. On a envie de participer. D'accord ? Mais à quoi participe-t-on ? Et c'est là que, pour les êtres humains qui ne sont pas des machines, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. La participation, elle est indispensable. Alors, on appelle capitalisme des plateformes, capitalisme numérique, capitalisme cognitif. Ce sont des terminologies qui sont relativement similaires. Là, c'est juste pour vous montrer, vous rappeler comment YouTube a fait. Vous savez que pendant longtemps, YouTube était une plateforme dont le chiffre d'affaires était très bas. Enfin, je veux dire, c'était une entreprise qui aurait dû être fermée. Ça n'aurait pas été YouTube, elle n'aurait pas été soutenue comme elle l'a été par les pouvoirs publics, notamment. Cette entreprise aurait dû faire faillite parce que pendant de longues années, elle ne faisait aucun bénéfice avant de devenir l'entreprise florissante que nous connaissons aujourd'hui et d'être achetée par Google, Alphabet, etc. Donc là, c'est la première vidéo qui a été publiée par l'un des fondateurs et qui voulait montrer qu'on peut se faire prendre, on peut publier quelque chose de ridicule, de quotidien, de tout simple. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel, on a son appareil photo, on se filme au zoo, on est un peu nul et on partage ça. Broadcast yourself, c'est-à-dire vous aussi, vous êtes le média, et vous diffusez. Ce qui est intéressant, c'est de voir que derrière cela, l'incitation à la participation, c'est tout le travail aussi des plateformes pour éroder la conception de la vie privée. Puisque c'est de dire, vous voyez, moi, je fais une petite visite avec peut-être ma famille, au zoo, mais je peux publier. Voilà. Donc ça, c'est une incitation qui va à l'encontre, probablement, de la pudeur qui est celle de la société. Et donc, là aussi, quand on parle des adolescents, il faut penser à ça. C'est-à-dire qu'en réalité, les êtres humains ont plutôt tendance à se protéger et à protéger leur vie privée. Et ces outils-là ont 1000 manières, ces entreprises ont 1000 manières et 1000 outils pour essayer d'inverser la chose. Voilà, donc la participation, qui a été très promue aussi par un chercheur, Henry Jenkins, qui expliquait que cela allait transformer complètement la culture, ce qui n'est pas impossible non plus, mais il imaginait vraiment une fusion des amateurs et des auteurs, et pas exactement ce qui s'est passé. Mais voilà, donc la participation, c'est s'inscrire, c'est partager. Ça peut être, ça peut être partager des solutions, ça peut être participer à Wikipédia, ça peut être publier des tutos très utiles pour déboucher son évier, etc., etc. Et ça peut donc être repris. Donc, ce qui est très compliqué aussi, c'est nous sommes sur des plateformes dans lesquelles les personnes s'inscrivent volontairement. Personne ne les oblige. Enfin, si, parfois, il y a des groupes classes, on est un peu obligé. Ou parfois, moi, j'ai rencontré le cas de jeunes qui avaient échappé à Facebook, échappé entre guillemets, à Facebook pendant tout le collège, mais au lycée, pour avoir les devoirs, il fallait qu'ils aillent sur Facebook. Bon, bref. Donc, c'est quand même des espaces où, globalement, on est quand même libre d'y aller ou pas. Et pourtant, il va se passer sur ces espaces des choses qui sont construites aussi, non seulement socialement, par le groupe de pairs, par la société, par des personnes, des contacts inconnus aussi, et par par les modèles qui sont proposés et qui sont valorisés. Pour les adolescents, c'est donc un double... c'est là aussi où, comme les relations avec les plateformes numériques sont très émotionnelles et très affectives, il faut faire très attention aussi. Je veux dire, c'est pour ça que je suis très étonnée quand même des décisions ou des propositions extrêmement radicales du rapport sur l'éducation aux écrans du mois de février, dont j'oublie tout le temps le nom, mais ça s'appelait la recherche du temps perdu, ça j'ai pas oublié.
Et il faut faire attention parce que pour les adolescents, participer, c'est aussi exister, c'est aussi développer son identité, etc. Et depuis la fin, depuis le début, on va dire, j'allais dire la fin du XXe siècle, mais depuis le début du XXIe siècle, on a de nombreuses recherches qui montrent à quel point ces plateformes jouent un rôle qui est devenu très important dans la sociabilité des adolescents. Et donc, il faut arriver à combiner la dimension contrainte, si vous voulez, par les plateformes, et puis en même temps, l'exposition de soi, la construction, le fait que les adolescents construisent, c'est ce que nous avions vu avec Laurence Corroy dans une enquête sur notamment les usages de Snapchat, mais d'autres, la manière dont les adolescents se construisent des règles de politesse et de sociabilité sur ces espaces, et où en même temps, pourquoi est-ce que ces plateformes ont pris autant de place? C'est qu'elles offrent aux adolescents, notamment, pas seulement, aussi au public au public populaire, un peu qualifié, et à bien d'autres, des espaces de médiatisation, d'existence sociale qui n'étaient pas offerts par les médias historiques, par les médias audiovisuels. Et donc, c'est aussi il faut aussi en tenir compte. Mais, de fait, qu'est-ce qui se passe quand on participe ? Quand on participe, on alimente le modèle d'affaires de la plateforme numérique, d'où tous les débats autour du digital labor, c'est-à-dire le fait que l'usager est aussi un travailleur. Le deuxième principe, c'est le principe de la surveillance. Surveillance panoptique, donc qui est aussi émotionnellement, une source de stimulation émotionnelle très grande, puisque sur les plateformes, les jeunes sont à la fois profilés, donc il y a une surveillance commerciale, il y a une surveillance étatique que nous connaissons depuis Snowden, et puis il y a tous ces phénomènes de vigilantisme qui viennent rappeler aux usagers et à ceux qui publient les règles du jeu. Donc les règles du jeu, c'est pas toujours les mêmes pour tous, mais d'où tous les phénomènes de violence numérique aussi sur les plateformes. Et le troisième principe, c'est le web affectif. C'est donc la manière, ça a été montré notamment par Camille Allouin et Julien Pierre en France, c'est la manière dont les plateformes cherchent à faire circuler les affects. Ce qui les intéresse, c'est pas tellement que les gens soient joyeux. D'ailleurs, on s'en est rendu compte puisque vous avez beaucoup d'enquêtes qui montrent que le fait que les adolescents soient beaucoup sur les réseaux sociaux va avoir tendanciellement, pas pour tous, mais un impact sur leur santé mentale. Et les plateformes le savent très bien puisque les premières enquêtes qui ont été faites sur ce sujet étaient faites par Meta ou par Facebook. Il n'empêche que c'est pas ça qui les intéresse. Ils cherchent pas à rendre tristes les gens, ils cherchent à ce que les affects circulent. Donc qu'il y ait le plus possible d'échanges, de photos, de partages, de likes, de rien, d'un emoji, d'un bravo, parce que c'est ce qu'ils cherchent à récupérer. Et donc là, si vous demandez aux adolescents, ils sont très très nombreux à expliquer. C'est important justement dans la réflexion sur les compétences émotionnelles, c'est aussi savoir à quel moment on se rend compte que on a été stimulé et qu'on a réagi soit en refusant, soit en adhérant à la demande qui était faite et transmise par la plateforme. Donc ça peut être les flammes, la couronne de TikTok, les filtres, etc., etc. Les émotions donc sont instrumentalisées par les plateformes au point que, alors c'est Eva Illouz qui a beaucoup développé cette idée-là, on peut considérer qu'en fait le capitalisme réussit à faire une marchandise des émotions. Donc les émotions deviennent en fait, ce qui est vendu, alors c'est ce qu'elle dit, ce qui est vendu
aux clients qui vont acheter soit un service. Alors, elle le dit pas spécialement pour le numérique, elle le dit de façon beaucoup plus large. Elle dit ce que vise la publicité, la promotion, c'est de faire acheter aux personnes leurs propres émotions. Et elle appelle ça les marchandises émotionnelles. Alors, on voit que Illouz, qui a retrouvé cette source ancienne, le projet de faire pousser des boutons, les bons boutons émotionnels par les usagers, c'est bien antérieur au web, c'est bien antérieur au numérique. Et c'est pour ça qu'il est important aussi toujours de se dire que nous sommes dans une logique économique, capitaliste, qui précède l'Internet. Et ce qui se passe sur Internet, évidemment, c'est souvent un petit peu métamorphosé, un petit peu reconfiguré, mais c'est très souvent inscrit bien avant dans d'autres technologies, dans d'autres formes, d'autres médias. Alors, donc, les entreprises numériques cherchent à rationaliser et à commercialiser les émotions. Donc, qu'est-ce que ça produit pour les adolescents ? Eva Illouz, dans sa thèse, c'est que, en fait, il n'est plus possible d'avoir une authenticité. Pour elle, on a perdu la possibilité d'accéder à l'authenticité parce que le monde capitaliste dans lequel nous vivons ne cesse de jouer sur les émotions. Bon. Moi, je pense quand même, et je m'appuie sur une autre sociologue qui s'appelle Hochschild, je pense quand même que la réalité, c'est que les êtres humains peuvent avoir accès à leur authenticité, mais c'est vrai qu'il faut des sas de décompression, il faut des sas, des moments. Alors, ils se les créent, les usagers, mais l'éducation aux compétences émotionnelles, c'est aussi de savoir comment on peut favoriser cette réflexivité sur cette instrumentalisation permanente des émotions. Moi, j'ai été très intéressée par cette notion de travail émotionnel, donc inventée par Harley Hochschild. Elle l'a inventée à partir d'une situation et d'une enquête particulière qu'elle a faite sur les hôtesses de l'air. Elle dit quelle est la compétence des hôtesses de l'air, comment est-ce qu'on devient hôtesse de l'air. C'était à la fin des années 70, et ce qu'on apprenait aux hôtesses de l'air, c'était principalement à sourire. Qu'est-ce que ça veut dire sourire ? Ça veut dire justement exprimer une émotion qui n'est pas celle que l'on ressent. On sourit parce qu'il faut sourire. Peut-être que vous ne souriez que quand vous avez envie de sourire, mais l'hôtesse de l'air, c'est pas ça qu'elle fait, justement. L'hôtesse de l'air doit sourire. Et je trouve ça très intéressant de penser les adolescents comme des hôtesses de l'air. Quand je dis les adolescents, c'est pas seulement les adolescents, bien sûr, c'est nous tous. Nous sommes des hôtesses de l'air sur les plateformes numériques. Ceux qui ne sourient pas, qui pleurent, ou qui... Alors, les méchants, ils peuvent avoir du succès. Mais ceux qui pleurent, en général, ils n'ont pas de succès. Ils vont être source plutôt de critiques, etc. Donc, il faut montrer, il faut faire bonne figure, comme on dit. Et donc, travail émotionnel, ce qui est intéressant, c'est justement de se concentrer sur l'écart entre les émotions ressenties et les émotions affichées. Et vous voyez que si on suppose qu'il y a un écart, c'est tout le contraire de la neuroéconomie qui suppose que si on va dévoiler vos émotions, on va les décrypter mieux que vous et avant que vous les ayez complètement identifiées, et on va vous proposer pile la bonne solution en termes d'objets à acheter ou de services à consommer qui correspondra à vos émotions. Mais en réalité, il y a cet écart. Et moi, je l'ai rencontré en travaillant sur une grosse recherche sur les images violentes, sexuelles et haineuses, où je demandais aux jeunes, donc c'était des jeunes de 15, 16, 18, jusqu'à 18 ans, comment ils réagissaient, comment est-ce qu'ils réagissaient face à un certain nombre d'images. Et je me suis bien rendu compte que quand on suppose que parce qu'on vous montre quelque chose de triste, tout le monde va devenir triste, c'est complètement faux. Il y en a qui vont rigoler. Un des programmes qui apprend ça, à rire des choses tristes, c'est la télé-réalité.
Je m'en suis rendu compte. J'avais une étudiante qui travaillait sur l'île de la Tentation. J'ai dit, mais pourquoi vous voulez travailler sur l'île de la Tentation? Elle me dit, mais parce que ça me fait rire. Je dis, mais qu'est-ce qui vous fait rire? Elle me dit, mais parce que les gens pleurent. J'ai adoré sa sincérité. C'est-à-dire les clashs entre les soi-disant couples qui ont été cocufiés, etc. Bah ça la faisait... Parce que c'est fait pour ça. C'est évidemment fait pour ça. C'est un spectacle de la cruauté où on va se moquer. Donc c'est pour ça qu'ils sont toujours complètement... Enfin, la plupart du temps, ils ont l'air complètement idiots dans la télé-réalité. Or, il n'y a pas de raison qu'ils soient aussi bêtes, d'accord? Donc c'est une manière de les mettre en scène qui permet de susciter ces émotions. Tout ça pour vous dire aussi que il n'y a pas que les plateformes numériques. Les plateformes numériques sont à la fin sont un des maillons de la grande économie de l'attention et de la grande instrumentalisation des émotions. Donc, il y a des émotions différentes. Il y a un travail émotionnel qui fait que, c'est ce que Mauss disait, c'est en même temps qu'on a l'émotion, il y a la retenue de l'émotion. Et donc, les adolescents, il y en a beaucoup. Voilà, tout le monde croit que les images de sexualité attirent tous les adolescents. Écoutez, moi, j'ai entendu beaucoup de filles me dire surtout pas, parce que si je regarde ça, ça va être catastrophique. Donc la retenue, elle est évidemment extrêmement présente. Et les compétences émotionnelles, alors ça, c'est un point très important. C'est pas de se retenir de ses émotions. C'est pas de dire il faut canaliser ses émotions. J'ai vu ça parfois sur des sites officiels, ça me fait peur. Ça suppose que nous supposons que les adolescents sont des petits sauvageons, comme on disait, qui ne savent pas qu'on retient ses émotions. Mais ils le savent. Donc s'ils les expriment... alors, parfois, il y a des lâchages dans la retenue, etc., bien entendu. Mais quand ils les expriment, c'est qu'ils pensent que c'est admis, en fait. Donc c'est aussi une question de normes. Enfin, en tout cas, moi, c'est la proposition que je fais. C'est qu'il y a aussi la question de est-ce que les normes qui sont présentes sur les plateformes numériques sont vraiment connues? Parce que pour se retenir et pour exprimer les émotions qui permettent, comme on dit, de vivre ensemble, eh bien, il faut avoir présent à l'esprit ces émotions. Donc, voilà. Une manière de travailler sur les compétences émotionnelles, ça peut être ça. Travailler sur des images violentes, surtout pas montrer des choses atroces. On n'a pas besoin. Les adolescents reçoivent tellement d'images hyper violentes qu'il faut surtout pas leur montrer des images hyper violentes. Il suffit de montrer une image qui évoque une violence, une situation de violence, et de réfléchir sur, par exemple, réfléchir sur ce qu'on en fait. Et je vais pas... vous avez beaucoup de programmes qui vous expliquent ça. Nous avons fini et nous allons poursuivre le programme Ado Privacy. Nous l'avons présenté tout à l'heure avec Valentine Favel-Capoyan. Le travail émotionnel des adolescents par rapport à la vie privée, protection de la vie privée et des données personnelles. Eh bien, il y a plein d'outils qui sont mis en place. On fait des avatars, on ne dit pas tout. Il y en a qui cachent la moitié de leur visage, qui pensent que ça les protège. Il y en a qui vont prendre un chien ou un chat, ou voilà. Il y a différents moments où on va construire cette protection de la vie privée. Là, c'est juste pour vous dire l'importance de toutes les solutions qui m'ont été données quand j'ai travaillé avec des étudiants pour savoir quelles sont les incitations à publier pour obtenir plus de likes, plus d'abonnés, etc. Je peux vous dire qu'ils étaient intarissables sur la chose. Donc, j'en ai fait une liste. Là, je vais aller plus vite que prévu, mais c'est pas grave, surtout... vous ne perdez rien, c'est des données qui existent par ailleurs. Si on veut travailler sur les compétences émotionnelles, la première des choses, c'est quand même de tenir compte des usages qui sont faits. Donc j'en ai un peu parlé. Tenir compte des usages qui sont intenses de façon générale. Alors, c'est socialement différencié. Dans certains milieux sociaux, avec des parents, plutôt des parents dans des professions intellectuelles, on va dire, il y a une tendance à diminuer le nombre de réseaux sociaux, l'âge auquel on y accède, etc. Mais on est quand même sur des augmentations conséquentes. Vous voyez, en 4 ans, le nombre de garçons et de filles qui ont ouvert des comptes sur Instagram, Snapchat, TikTok...
Et WhatsApp et Pinterest est vraiment très important. Discord aussi pour les garçons. Alors, un autre exemple, donc les usages, il faut le creuser. Moi, j'y participe à faire connaître les usages des jeunes, notamment sur le site qui va réouvrir prochainement, qui s'appelle Éducation aux écrans, et on a Éducation aux écrans, oui, et où on a avec les CMEA, nous publions un rapport chaque année sur l'évolution des pratiques numériques. Là, je vous donne un autre exemple. Vous savez qu'on parle de... je veux dire, le fait d'être dans ce laboratoire émotionnel, c'est pas facile. Et les adolescents, parfois, même grands, est-ce que j'ai le droit de parler de nos étudiants comme des adolescents ? C'est pas sûr. Donc, les jeunes adultes, eux aussi, peuvent être en fait assez perturbés. D'ailleurs, je pense que des jeunes adultes... Enfin, voilà, il n'y a pas que les adolescents qui éprouvent de la souffrance mentale du fait de leur activité numérique. Moi, je fais un tout petit peu attention avec les étudiants qui sont engagés, qui sont en alternance, qui font de la communication digitale, par exemple, parce que, étant en permanence sur les plateformes numériques, il y a une dimension infinie, c'est vraiment un risque de burn-out important. Et peut-être parmi certains d'entre vous, qui travaillez aussi beaucoup sur le numérique, vous pouvez comprendre de quoi il s'agit. Il y a un risque de burn-out parce que nous ne sommes pas, nous êtres humains, à l'échelle pour travailler en fait sur ces plateformes qui sont construites par des robots et pour des robots. C'est une des manières de travailler aussi sur les compétences émotionnelles, sans forcément le dire exactement comme ça, mais c'est un travail que je mène avec des photographes, des jeunes photographes, où je fais travailler, j'appelle ça de la sociophotographie. Je fais travailler des jeunes photographes en collaboration avec des étudiants en infocom, et je leur demande d'enquêter sur les usages du numérique. Pour moi, le site que nous faisons, grâce à eux, qui s'appelle Numérique Investigation, il y a maintenant 70 articles qui ont été publiés, et qui essaie à la fois de donner une forme aux émotions qu'ils ressentent sur les plateformes ou à ce qu'ils ont entendu dans les entretiens qu'ils ont menés. Et là, c'est un exemple de 2 étudiants qui voulaient parler du sentiment de malaise qu'ils ressentent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des jeunes qui étaient en master 1 ou 2, donc qui avaient 22 ans à peu près, et qui me faisaient part du fait qu'ils avaient un sentiment d'écœurement, mais ils n'arrivaient pas toujours à se détacher d'Instagram ou de TikTok. C'est plus souvent Instagram pour eux, mais les deux. Et donc, ils ont inventé un protocole. Donc moi, je les ai accompagnés, mais je les ai laissés faire aussi. Et qui peut être intéressant à mettre en place, un protocole où à la fois ils ont mené quelques entretiens, ils sont allés voir des collègues psychologues, donc des experts. Pas exactement ce que je leur demandais, mais on va dire qu'ils étaient à eux-mêmes leurs propres enquêtés, donc ils ont fait une sorte d'auto-enquête. Donc c'est pour ça qu'ils parlent d'exploration auto-fictionnelle sur ce sentiment qu'ils n'arrivaient pas à définir, qu'ils ont appelé déréalisation numérique. Ils sont allés voir des psychologues qui leur ont dit « Oh là là, c'est très rare ce sentiment de malaise, c'est vraiment que des personnes très vulnérables, etc. » Donc eux, ils étaient un peu pas sur le même... ils étaient pas d'accord avec ça. Donc c'est intéressant de voir que parfois on veut rassurer les adolescents ou les jeunes adultes en leur disant « Mais non, c'est pas grave, tout va bien avec le numérique. » Mais en fait, c'est eux qui sont peut-être plus ou qui vivent des périodes qui sont ce qu'elles sont et qui disent « Bah si, c'est grave. » On n'arrive pas à s'en sortir. On a besoin d'une bouée, en quelque sorte. Alors, la bouée, malheureusement, ils sont aussi allés chercher chez ChatGPT. J'étais pas contente, mais bon. Parce que, franchement, c'est pas... Voilà. ChatGPT raconte beaucoup de choses intéressantes, mais on n'est pas sûr de la véracité de ses dires. En fait, ce qui les a aidés, c'est de s'écrire entre eux. Donc, ils ont fait un échange de lettres. Ils se sont écrits 3 lettres chacun pour raconter ce malaise et comment ils allaient arriver à en sortir. Donc, il y a les lettres, évidemment, il y a les échanges aussi qui n'ont pas été publiés, oraux, je veux dire. Et ce qu'ils disent, c'est que ça les a aidés, en fait. Vous voyez ? Voilà. Et bon, moi, j'aime bien aussi les productions visuelles. Il me reste 5 minutes.
D'accord. Bah écoutez, c'était pour dire en fait, ça tombe pas forcément mal, que j'allais juste évoquer ce groupe thématique qui est cofinancé par la direction du numérique éducatif. GTNUM, donc que nous appelons, bon, il n'y a pas le nom, c'est pas bien non plus. Je suis pas en marketing, donc c'est pour ça. Excusez-moi. Il s'appelle Filnum. Et dans Filnum, nous essayons de travailler sur les différentes manières de développer, de réfléchir. En tout cas, nous essayons de travailler entre collègues, c'est-à-dire sur l'analyse des filtres culturels qui sont mis en place lorsque on décode des images. Et l'idée, c'est de montrer au groupe à quel point chacun peut lire une image de façon très différente. Ce qui va tout à fait dans le sens de ce que je vous disais sur les émotions et sur le fait qu'on ne sait pas si quelqu'un qui vous regarde de façon sérieuse, ça veut dire qu'il s'ennuie, ça veut dire qu'au contraire, il est attentif. Enfin, je veux dire, voilà. Donc ça, je veux continuer à travailler sur le projet Ado-Privacy sous ce nom-là ou sous d'autres, ou sous le nom GT Filnum, ou dans le cadre de GT Filnum. Et donc, dire que travailler sur les compétences émotionnelles, c'est à la fois donc donner la possibilité de comprendre ses propres émotions, de comprendre de travailler sur cet écart, c'est-à-dire de rendre, de théoriser même, enfin de faire prendre conscience de l'écart qu'il y a entre ce que l'on publie de ses émotions et puis ce que l'on ressentait à ce moment-là, qui parfois est complètement opposé. Mais c'est aussi transmettre les droits des jeunes, les droits du numérique. Ça peut aussi avoir un effet sur, d'une part, les compétences émotionnelles, c'est-à-dire on fait attention aussi aux émotions des autres. Hein. Et puis, c'est aussi le fait qu'on ne doit pas vivre non plus dans une angoisse permanente parce qu'on a publié une mauvaise photo. On a des droits sur cette photo. Et il est important d'expliquer aux jeunes donc ces droits. Et ça, nous l'avons fait, mais nous l'avons expliqué tout à l'heure dans le contexte de Ado-Privacy. Nous l'avons expliqué tout à l'heure avec Valentine Favel-Copoyan en créant notamment des micro-fictions. Donc numériqueinvestigation.org, franchement, allez-y quand même parce que c'est vraiment un site qui est fait pour donner des idées sur ce que l'on peut, ce à quoi on peut réfléchir autour des interactions numériques, des usages du numérique. Il y a une dimension sensible à laquelle je tiens par l'expression visuelle qui est donnée par les photographes notamment, mais souvent en coopération. Donc c'est une ressource. Vous avez aussi un livre qui est accessible sur le site du CREM. CREM, c'est le laboratoire, qui s'appelle Repères pour l'éducation à l'image, qui a été publié par Nolwenn Tréandard, dirigé par Nolwenn Tréandard et Virginie Piot, auquel j'ai aussi participé. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez, dans cet ouvrage qui est accessible, un grand nombre de scénarios pédagogiques qui sont accessibles. Et puis, l'ordinateur a décidé que c'était la fin, donc ça sera la fin. Vous nous avez parlé beaucoup des adolescents. Pour les jeunes enfants, j'aurais bien voulu avoir votre vision sur la pause numérique qui est proposée aujourd'hui. Voir si ce que vous pensez du fait de fournir un cadre, on va dire, et de suspendre, d'enlever tous les smartphones des enfants, ou au contraire leur apprendre l'usage et les sentiments éventuellement et les émotions qu'on peut développer. Est-ce qu'il vaut mieux suspendre les choses et donner un cadre ou leur apprendre et leur donner du sens sur l'utilisation de ces smartphones ? Pour vous faire un peu une réponse de Normande, je pense qu'il faut les deux. Voilà. Je pense que vu la puissance du marketing de ces entreprises, je pense qu'il est utile de mettre des cadres et à certains moments de dire on protège. Je peux vous dire que par les entretiens que je fais, donc je les fais en dehors. Je ne suis pas leur enseignante, donc les enfants parlent relativement librement. Donc c'est des adolescents auxquels je parle, mais ils me parlent aussi parfois. Je leur demande aussi de me parler de leur enfance. Et ce qui me frappe, c'est que quand ils sont enfants de parents qui ont pas mal structuré, justement, construit la médiation médiatique
en mettant un peu à distance les médias, que ce soit la télévision. Avant, on parlait beaucoup de la télé. Maintenant, on fait comme si ça n'existait plus. Ça existe encore beaucoup. Mais ce qui me frappe, c'est que les enfants se plaignent rarement du fait, alors sauf si on est dans des situations excessives, mais du fait que les parents aient dit bah non, pas de jeux vidéo, t'as trop joué, etc. Donc je crois qu'il faut donner conseil aux parents de tenir bon sur le fait que oui, ces entreprises sont très intrusives. Ça veut pas dire qu'il faut enlever les smartphones. Enfin voilà. Ensuite, c'est toute la relation que les parents ont avec leurs enfants autour de l'autonomisation des enfants, etc. Mais je pense que jusqu'à 12-13 ans, oui, c'est pas mal de faire attention, de poser des limites, et que en fait, même si sur le moment ça peut être un peu douloureux pour les parents, je veux dire, pas seulement, mais voilà. Je pense que c'est des choses qui, surtout si c'est fait dans un contexte de dialogue, je pense que ça peut être nécessaire. Ensuite, sur des formes très strictes de reprise, voilà. Moi, j'ai eu pas mal de confidences, enfin de témoignages d'adolescents à qui qui me disaient, oh là, j'ai plus mon smartphone. Je disais, mais c'est ma pauvre, mon pauvre, comment tu fais? C'est dur. Mais non, madame, ça va, en fait. Et parfois, les parents, c'est un peu terrible, hein, sont obligés... Alors, pas tous les parents pensent à ce genre de choses, mais certains parents pensent à aller à prendre des vacances dans des lieux où on est déconnecté complètement. Et en général, les enfants s'y accoutument. Mais je dis pas qu'il faut faire ça. Je dis que quand on pose, en tout cas, un cadre et quand on limite les choses, en fait, je pense que les enfants en ont besoin parce que la relation est trop asymétrique entre ces plateformes et puis les enfants, et que même les adolescents, ils ont besoin de conseils et de cadres. Ensuite, toute autre chose est la manière dont, pour éviter les problèmes, en fait, parce que évidemment, si vous dites à un adolescent ou à un enfant, ben là, t'as vu tes 2 dessins animés, ça s'arrête. Bon, ben les enfants, ils peuvent pleurer, etc. Moi, j'ai aussi rencontré pas mal de parents de petits-enfants qui me disaient, pour éviter ça, je préfère ne jamais allumer la télévision. Donc ça, c'est chacun gère comme il le veut. Mais à l'autre extrême, ce qui se développe aujourd'hui, que je trouve très inquiétant, c'est tous les usages de géolocalisation qui permettent de ne pas discuter avec l'enfant, c'est-à-dire il n'y a pas de conflit direct, parce que, soi-disant, on va tout récupérer derrière lui, soit toutes ses activités numériques, soit soit sa géolocalisation. Mais c'est pas que la géolocalisation. Et personnellement, ça me choque énormément. Voilà. Donc, un cadre, ça veut pas dire une intrusion. Et si je me suis attachée à ce sujet d'ado-privacy et de la protection de la vie privée, c'est pour ça, parce que je trouve que l'autonomie des adolescents et des enfants, c'est extrêmement important. La vie privée, c'est un droit fondamental auquel les enfants aussi ont droit, à leur intimité. Nous savons à quel point nous, les Français, ne sommes pas très très bons sur la protection de l'intimité et le corps des enfants. Et je trouve que la géolocalisation, c'est quelque chose, mais pas seulement la géolocalisation. Moi, j'ai eu aussi des enfants qui utilisaient des réseaux sociaux, etc. Mais je serais jamais allée lire leurs conversations. Je trouve ça abominable. Je trouve que c'est une faute, en fait, une faute éthique. Et donc, ce qui est inquiétant, c'est que elle peut se cacher derrière l'idée que ah oui, mais on les sécurise, etc. Non, vous les angoissez. Par contre, évidemment, il faut avoir conscience de tout ce dont je vous ai parlé et que vous saviez de toute façon un peu aussi, ou beaucoup. C'est-à-dire que les enfants ne sont pas seuls responsables de ce qui se passe sur les plateformes numériques. Donc à la fois, on ne doit pas les culpabiliser, mais on va aussi prendre sa part de responsabilité en tant qu'adulte en disant, bon là, voilà, ça suffit. Et contrairement au film, c'est pour ça que j'ai pas du tout aimé le film Derrière les écrans de fumée, eh bien, parce que j'ai fait des enquêtes aussi de réception de ce film, docu-fiction, et les jeunes, donc c'était des jeunes de seconde ou de terminale, me disaient, mais madame, quand les parents disent qu'il faut arrêter et qu'il faut rendre le smartphone le soir pour pas l'avoir la nuit, madame, mais on fait pas une crise, hein, on casse pas tout, hein. Voilà.
Oui, bonjour. Je voulais poser une question. Déjà, une petite remarque. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris quand vous avez expliqué votre positionnement par rapport aux émotions internes qui ne sont pas forcément visibles. Parce que dans ce que je me représente ou j'en ai compris, et notamment dans le travail avec les enfants, dans les CPS, on apprend aux enfants à identifier leurs émotions par rapport aux signes physiologiques. Voilà, tu es en colère parce qu'il se passe ça dans ton corps, tu ressens ça, tu as des pensées. Et c'est là qu'on nomme les émotions quand elles s'expriment. Que je n'ai pas bien compris tout à l'heure. Et que je voulais poser la question dans les recherches que vous avez faites avec votre équipe. Est-ce que vous avez travaillé sur la question de l'expression des émotions via les emojis sur Internet et comment du coup on construit des nouvelles émotions en lien avec cette forme d'expression que sont les emojis, parce que je pense que tout le monde dans la salle a déjà envoyé un emoji mort de rire, mais derrière son écran on n'est pas forcément mort de rire. Voilà, est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé? Qu'est-ce que ça a donné? Voilà, est-ce que vous pourriez préciser là-dessus? Je vous remercie. Alors, sur le fait que vous dites on va exprimer des émotions à partir de ce que l'on ressent dans son corps, c'est bien qu'on n'est pas sur du visible. Donc je pense que vous êtes d'accord en fait avec moi. Les émotions ne sont pas forcément visibles. On les ressent et on doit les identifier parce que c'est d'autres signes en fait dont vous parlez. Sur les emojis, donc quand vous dites on envoie un emoji mort de rire mais on rit pas du tout, ou enfin on sourit, vous voyez bien on est sur cet écart entre ce qu'on veut. Alors pourquoi est-ce qu'on envoie ce mort de rire ? C'est qu'on veut certainement soutenir quelque chose. Enfin, vous voyez, cet écart, c'est bien le travail émotionnel, c'est-à-dire on n'est pas mort de rire, mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant de travailler sur, encore une fois, sur cet écart entre ce que les plateformes vont capter parce que ça les intéresse pour leur modèle de captation de données, et puis ce qui est la réalité, l'authenticité de ses propres émotions, si tant est qu'on puisse à la fois y accéder et aussi l'exprimer en public, ce qui n'est pas toujours facile. Ensuite, sur les émojis eux-mêmes, pour moi, c'est une caricature. Enfin, je veux dire, on est obligé d'utiliser ça parce que voilà, c'est une sorte d'alphabet, de catalogue de petits signes. Mais ensuite... comment dire, vous voyez bien qu'ils ne reflètent pas nos émotions, en fait. C'est d'autres choses dont il s'agit. Il s'agit de permettre aux plateformes de calculer ce qu'elles pensent être nos émotions. Et en fait, nos vraies émotions intimes, ça ne les intéresse pas du tout. Ce qui les intéresse, c'est combien d'émojis on va pouvoir proposer pour stimuler un peu plus le partage de données personnelles.